Nous voici sur le plateau de Ça se discute. Théodule Ronsard, bonsoir. Oui, rebonsoir Derek, rebonsoir le plateau, rebonsoir aux téléspectateurs. Julio Tometti, juriste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir téléspectateurs. Et Innocent Godonou, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir à tout le plateau et bonsoir chez vous. Obtenu par le passé auprès du chef quartier ou du village, la délivrance de l'attestation de résidence relève désormais des prérogatives des agents de l'Agence nationale d'identification des personnes. ANIP, les chefs quartiers ne joueront désormais dans le processus qu'un rôle d'intermédiaire. La nouvelle procédure de délivrance a été exposée ce mardi 15 novembre aux unités communales d'identification des personnes du département du Littoral par les agents de l'ANIP au cours d'une séance de formation organisée à la préfecture de Cotonou. Julio, c'est déjà une façon de sécuriser les actes et d'assurer la transparence administrative. Oui, il faut dire que nous le réclamions, les citoyens le réclamaient avec, les nouvelles réformes sur l'état civil, sur les questions de déclaration de résidence, de changement, ainsi de suite. Et à un moment donné, les citoyens ne comprenaient pas plus trop en fait comment il fallait, quelle est la démarche lorsqu'on avait besoin en fait du certificat de résidence. Personnellement, j'ai été interpellé plusieurs fois, donc je ne faisais que renvoyer les gens devant en fait les administrations locales, que ce soit les chefs quartiers ou au niveau des arrondissements, pour se faire mieux orienter. Parce qu'à un moment donné, plus personne ne savait véritablement quoi faire. Les démarches différenciaient d'une zone à une autre. Et donc, c'est déjà bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a une ligne de conduite qui montre clairement, en fait, la démarche à suivre lorsqu'on veut prendre le certificat de résidence. Comme vous le disiez tantôt, en fait, c'est à 2 niveaux, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau local. Il faut que vous soyez identifié d'abord par rapport à votre localité, à votre quartier. Et là, c'est du ressort du chef quartier. Et donc, comme par le passé, il faut aller chez le chef quartier. Souvent, ce qui est dit aujourd'hui, ils sont aussi en fait outillés aujourd'hui pour pouvoir bien faire les choses avec les outils mis à leur disposition par l'ANIP. Donc, il y a un pan du travail qui leur revient. Le second, c'est au niveau des arrondissements, des mairies avec les unités communales d'identification des personnes et ensuite peut-être l'ANIP pour le reste. Et donc, c'est un peu plus détaillé que par le passé, mais comme il est en train d'être dit, il se pose un problème de coût. Donc, toute réforme à ce qu'on peut appeler ses revers. Comment faire pour, à un moment donné, séparer, en fait, le chef quartier de tous ces circuits, parce que, en fait, beaucoup d'eux avaient aussi réclamé la chose. Il paraissait qu'après qu'on leur ait enlevé beaucoup de privilèges, notamment les questions les questions foncières, de conventions, de beaucoup de choses, ils se sont trouvés carrément vides. Les allocations qu'on leur attribuait, ça leur permettait véritablement de pouvoir subvenir aux besoins, de pouvoir circuler, de pouvoir aller de gauche à droite pour les différentes sollicitations dans les localités en tenant compte de leurs compétences. Est-ce qu'ils pourront le faire? Donc, voilà un peu un niveau. Donc, les sécu prennent quelque chose, ça doit être 500 francs. Yeah. Tout le temps, sur les questions d'acte de naissance, la question avait été relevée que il se dit par exemple que l'ANIP quotidiennement signe, en fait, utilise la signature, d'accord, des maires et encaisse les fonds et que les mairies se trouvent dépossédées quelque peu. Donc on se dit, dans cette réforme-là, comment faire pour que les deux parties puissent se retrouver un peu. Donc, il y a les droits de timbre qui sont à 1000 francs au niveau des mairies. Donc, ça veut dire que la mairie a une part et l'ANIP aussi a une part. Donc, une sorte de répartition quelque peu équitable. Mais quand on voit cette répartition, on voit le coût que cela génère pour l'usager. Nous le disons dans la perspective de s'il est possible de mieux penser la chose pour, assouplir un peu les charges, parce que en fait, qui était 1000 francs, comme le disait tantôt, pour 2000 francs, ça peut paraître énorme. Mais en fait, nous sommes en début de réforme. Nous espérons que ça puisse changer. Qu'il vous souvienne que au départ, pour les prestations de l'ANIP, la 4CP n'était pas à 1800, c'était un peu plus à 2000 et quelques. Mais avec les observations, avec les récriminations, on a dû revoir le coût à la baisse
le certificat, puisque ce qui obligeait les gens à aller vers le CEP, c'était le numéro d'identification personnelle. Donc, on a dû départager pour le rendre gratuit. Donc, si tant que vous n'avez pas besoin de cette carte CEP, vous pouvez obtenir gratuitement le numéro NP, le numéro d'identification. Donc, l'un mis dans l'autre, peut-être l'administration travaillera à voir ce qu'il est possible de faire à l'aune de la pratique au niveau des citoyens pour voir s'il y a lieu d'harmoniser encore, c'est pour de les rabaisser, ou bien de voir ce qu'il est possible de faire, ou carrément raccourcir encore les procédures. Parce que ça a une question de coût, mais ça a une question de démarche aussi. Donc, peut-être à l'aune de la pratique, on verra peut-être les meilleures orientations possibles à donner. Oui, et Innocent, dans le même sens. Oui, comme Julio l'a dit, une réforme a forcément ses revers. Et le premier revers, c'est la question du coût. Certes, avant, on délivrait au fait ce document-là précieux, ce certificat de résidence-là, juste avec, je pense que c'était le CQ ou le CV qui délivrait. Maintenant, la NIP s'en charge, donc le CQ devient d'office l'intermédiaire. C'est vrai qu'on parle on parle de certificat de résidence sécurisé, parce que les autres documents qui étaient délivrés auparavant n'étaient pas sécurisés. Donc, n'importe qui peut s'octroyer le luxe d'aller chercher ce document aussi précieux dans le processus d'obtention d'autres documents aussi. Et ce qui a fait que même des étrangers qui ne sont pas nés au Bénin rentrent dans le système et vont chercher ces documents précieux, ces actes-là, d'identité-là. Donc, sécurisé, oui, mais avec 2500 francs désormais, 500 francs pour le CV ou le CQ et 1000 francs pour droit de thème et 1000 francs pour la NIP. Oui, mais pour réellement implémenter cette réforme, je pense d'abord qu'il faut peut-être changer une façon de fonctionner ou la façon de fonctionner des CQ ou des CV, parce qu'il y en a certains qui disposent d'un secrétariat. Je ne sais pas si les 500 francs vont leur permettre réellement de payer les secrétaires, ou il y a des CQ, permettez-moi, qui ne sont pas aussi très bien lettrés. Et donc là, quel sera leur domaine d'action? Comment vont-ils réellement renseigner sur le plan électronique, puisque c'est eux qui délivrent la fiche de résidence avant que la NIP ne vous délivre définitivement le certificat de résidence. Donc, il va falloir d'abord, dans un premier temps, former les CQ ou les CV pour que ce processus-là soit allégé et que le citoyen obtienne ce document dans les délais raisonnables. Sinon, avec ce que je suis en train de voir, c'est on a formé les agents de la NIP, mais il faut qu'on aille aussi vers les autorités locales pour leur donner quelques bribes de formation afin qu'ils puissent rentrer dans ce processus-là, parce qu'il s'agit ici de l'usage de l'informatique, en tout cas des données aussi sensibles. Donc, ils ont besoin d'être formés, outillés, et s'il le faut, comme Julio le disait, si les allocations ne devraient pas être payées, leur être payées à temps pour qu'ils puissent faire face à ces charges-là. Je me demande si les 500 francs vont réellement suffire. On dit souvent que dans la vie, quand vous voulez changer un certain nombre de choses, vous devez vous adapter aux conditions. C'est difficile aujourd'hui vu la morosité financière, mais nous allons essayer de nous y conformer d'une manière ou d'une autre, même si c'est difficile, 2500 francs. Mais on le fera puisque c'est une réforme qui vise à sécuriser les pièces d'identité dans la République du Bénin. Théodule. Oui, c'est vrai que nous étions tous d'accord par rapport à
à tout ce qui s'est passé pour que le gouvernement ne décide de cette mesure-là, de ces réformes-là, parce que nous savons que dans nos quartiers, les chefs quartiers, les chefs de village n'ont pas une idée réelle de leurs administrés, qui sont ceux qui sont venus, nouvellement venus, les déplacements, il y a eu les déménagements qui sont sortis, ils n'ont aucune idée, il y a assez d'étrangers que les gens hébergent, donc c'est l'insécurité grandissante que nous constatons qui a amené, et par rapport à d'autres problèmes, qui ont amené le gouvernement à décider désormais de changer la donne au niveau donc de nos quartiers. Oui, et les chefs de quartier, quand bien même on leur a dit, les pièces que vous délivrez sont gratuites, mais il y en a qui prenaient 1000 francs. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui continuent de percevoir les 1000 francs. Et il y en a pas, si vous le connaissez, ça dépend de vos relations, des relations que vous avez avec eux, vous payez 500 francs. Je crois qu'il y en a... Carrément gratuitement. Oui, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Il y en a qui vous la donnent gratuitement, cette pièce. Oui, sur tout ça, et déjà, quand ça a été annoncé, il y en a qui n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils s'interrogeaient, mais comment allons-nous vivre? Innocent l'a dit tout à l'heure, il y a des secrétaires, il y en a pas mieux qui ne sont pas très bien lettrés, ça il faut le dire, mais qui ont des secrétaires qui les aident. Il y en a qui ont leurs garçons, leurs enfants qui les aident, qui les accompagnent et tout. Je crois que c'est quand même bien qu'on en arrive là. Moi, la grande question est de savoir comment est-ce que, ce qui est sûr, avant qu'on établisse cette réforme, ce mécanisme, c'est sûr qu'il y a des procédures, il y a des étapes à faire, des formations à leur donner ou à leurs secrétaires ou à ceux qui les accompagnent dans l'exercice de cette fonction. Et l'autre chose, en ce qui concerne je dirais, leur subvention, je crois que le gouvernement avait fixé un taux. Et je me rappelle bien, les chefs de quartier de Cotonou avaient rencontré le maire et ça a été au menu de leur discussion. Aujourd'hui, quelle serait la validité? Je n'ai pas encore, moi, l'information. Quelle serait la validité de ce certificat de résidence? Est-ce que ce serait pour 3 mois? Et donc, il faut qu'on débourse 2500 francs tous les 3 mois. 3 mois, je pense que c'est important. C'est important pour un Béninois aujourd'hui. Il faut qu'on peut-être, c'est une doléance, nous profitons pour en parler. Ce n'est pas mauvais, ce sont des réformes. Julie aussi l'a dit tout à l'heure, quand on essor des réformes, ça nécessite forcément des réajustements auxquels nous devons, puisque c'est tout ça qui nous aide à construire le pays. À construire le pays, c'est la contribution de tous. Et donc, il va falloir que peut-être, avec le temps, qu'on revoie cela à la baisse et pour permettre, comme ça a été le cas pour les autres pièces, la de naissance sécurisée, la carte CIP, la carte CIP par exemple, etc., etc. Je pense que c'est quand même une très bonne chose, seulement que nos sécus sont complètement oubliés, délaissés. Peut-être on trouvera la procédure pour les contenter parce que ils se sont avec 500 oui, avec 500 francs. Vous savez qu'on commence. Oui. Quand la première personne, après l'autorité chez qui vous devez aller, c'est le sécu. Et vous payez 500 francs là. Et les 500 francs, que feront-ils? On ne sait pas, mais vous payez 500 francs. Qu'est-ce qui sera fait des 500 francs? Nous parlons de répartition. Le sécu a sa part. Les unités communales d'identification des personnes ont leur part. Et puis l'année non, ces unités-là, c'est l'année en question. C'est la déconcentration les droits de thème. Donc les droits de thème de la mairie sont là, qui sont fixés à 1000 francs. Donc c'est pourquoi je disais que tout le monde a sa part. Mais l'année n'est pas encore dans les arrondissements. Ça va se Après faire. les informations. Ça va se faire. En fait, la mise en place des unités communales d'identification de personnes permettra la mise en place de manière déconcentrée de ce mécanisme-là, comme nous l'avons vu avec le RAVIP, où dans les mairies, par exemple, ils se sont complètement installés, il faut le dire, et dans Cotonou, dans presque tous les arrondissements, lors de l'opération d'enrôlement. Donc,
de plus en plus, les équipes vont se déployer. Et nous pensons, l'ANIM prend des dispositions pour quand même couvrir tout le territoire national pour éviter les questions, ce qu'on leur reproche souvent pour certains actes, d'être obligés de se déplacer de Tangueta vers l'ANIM par Cotonou avant de se faire servir un certain nombre d'actes d'une certaine façon. Oui, parlant de la validité, ce que personnellement j'ai entendu parler, c'était 1 an. C'était 1 an. Sauf que 1 an, tant que vous n'avez pas changé de résidence, ça veut dire que c'est un acte sécurisé. Donc, tant que vous avez fait la photocopie, vous pouvez utiliser la photocopie pour toute autre demande, pour toute autre sollicitation pendant les 1 an, parce que c'est un acte sécurisé, vous n'auriez pas besoin de le légaliser. L'administration de l'ANIP a été formelle par rapport à ça. Maintenant, et même les actes de l'ANIP ne se légalisent pas. Donc, mais si vous avez votre certificat de résidence aujourd'hui et que demain vous changez de résidence, donc vous serez donc amené, si vous êtes dans le besoin, vous serez donc amené encore la solliciter. Mais tant que vous n'avez pas changé de résidence, je pense que ça va être pour, si je ne me trompe pas, c'était 1 an au moins pour ce que nous avions entendu. Certaines personnes m'ont dit, pour beaucoup, en fait, sur la question des actes de naissance sécurisés, il faut rappeler un peu les difficultés que nous avons en matière d'état civil et en matière d'identification des personnes, c'est-à-dire de localisation des personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le programme de microcrédit qui s'est intensifié, les pièces maîtresses de constitution de dossier, il y a le certificat de résidence. Et donc, il arrive que des personnes, soit il est à Ouida, mais la personne vient prendre un certificat de résidence à Cotonou. D'accord? Se loge quelque temps, indique la maison d'un ami ou d'un parent, prend le prêt, ils sont en groupe et après, on a toutes les difficultés à le retrouver en cas d'impayé. La question d'identification, comme on l'a dit tantôt, on était parti même de la déclaration de résidence. Et donc, ça permettra d'une certaine façon de mieux sécuriser. Un sécu ne peut pas se permettre de délivrer ce premier acte prioritaire sans pouvoir s'assurer en fait de la domiciliation de l'intéressé. Dans tout cas, s'il faut même qu'il se déplace ou bien que ces préposés se déplacent, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour s'assurer, parce qu'ils l'ont dit, je l'ai entendu au cours de la formation, si des sécus se hasardent à faire au travers en fait des dispositions réglementaires qui sont mises en place, ils seront seuls face à leurs responsabilités en cas de délivrance de fausses fiches de résidence. C'est-à-dire que ça devient un élément sérieux, et quand c'est comme ça, en fait, ça nous sécurise tous. Ça nous sécurise tous, qu'on puisse localiser telle personne dans telle localité, dans telle maison. Cela en va de la sécurité de nous tous. Et donc, je me dis, c'est heureusement, malheureusement, le coût que cela engendre, notre sécurité, la fiabilité de nos procédures, et bon, en espérant toujours qu'on travaillera à amoindrir la question du coût. Mais en fait, ma préoccupation est celle-ci. Excusez-moi. Il y a dans certaines contrées ou bien dans les villages, il y a des maisons qui ne portent pas d'immatriculation. Il y a des collectivités, certes, mais comment le travail sera fait? Et surtout, il y a des peuples transhumants. Il y a les Peuls, il y a les Foulbés, et ils sont tout le temps transhumants. Et s'ils vont demander, par exemple, un certificat de résidence, eh bien, ils doivent se déclarer. Oui, là, le CV ou le CQ a réellement un travail de fourmi, un grand travail à abattre dans ce sens-là, parce qu'il doit pouvoir localiser où la personne habite. Et là, ce serait un peu plus difficile. D'où l'importance. C'est-à-dire, c'est pas seulement, le travail ne se limite pas uniquement au CV ou bien au CQ. Il doit avoir des agents de renseignement. Et il faut forcément intéresser ou désintéresser ces agents de renseignement-là. D'où, en tout cas, on peut conclure que c'est un travail harassant. Mais au début, il y aura des difficultés, mais au fil des temps, les solutions vont se trouver. Voilà. Pour ce que je sais, les CQ, les CV qui maîtrisent leur territoire, quand vous leur dites que vous êtes dans maison X à tel endroit, il est capable de vous appeler un ou deux noms là. Il est capable d'appeler quelqu'un là sans que vous ne sachiez pour s'assurer de ce que vous venez là. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de son territoire. Et vous ne pouvez pas délivrer un tel acte, d'accord, aussi sensible que ça devienne, sans d'avoir pris ces précautions. Ça dit quoi? Si vous êtes sécure et que vous ne maîtrisez pas votre territoire, et vous tombez dans le revers, ça fait votre problème. Ça, il n'y a pas matière à discuter. Ça, c'est vrai. Et donc, le registre des personnes
dans chaque commune pourra permettre d'éviter qu'il y ait d'embrouilles et qu'on ne vienne mentir à notre CV ou à notre sécu qu'on vit dans telle maison, parce qu'avec ces registres-là, désormais, on peut contrôler si oui, vous vivez dans telle ou telle maison. Oui, le registre communal de la population, RCP, on appelle ça, ils appellent ça, le registre communal de la population, disponible au niveau de chaque mairie et déconcentré au niveau des arrondissements. Oui, voilà. Mais c'est ce que Julio vient de dire. Si vous présentez devant le chef de village, le chef de quartier, vous habitez quelle maison, vous dites le nom, en tout cas, vous donnez les orientations. Il est en mesure de vous dire, est-ce que vous êtes le fils de tel ou de tel, est-ce que vous connaissez telle personne? Il y en a même qui vont jusqu'à appeler, est-ce que vous avez telle personne et qui habite désormais votre maison? Je crois que c'est un travail qui revient vraiment aussi un gros travail. Et à tout le monde d'ailleurs, à tout le monde, faciliter de travail aux chefs de quartier, de franchise. C'est très important parce qu'il y en a que nous hébergeons. Je dirais en cachette, il faut appeler les choses par leur nom, qu'on n'a pas envie de déclarer. Il faut qu'on le fasse pour qu'on sache véritablement qui sont ceux qui sont dans nos maisons, qui sont ceux que nous hébergeons chez nous, ou bien ceux à qui nous offrons cette hospitalité, à qui nous cédons c'est-à-dire nous faisons les différentes locations, parce que tout ça doit rentrer dans le registre du chef de village. Je crois que tout le monde sera situé. Il faudrait, moi personnellement, j'invite toute la population à aider les chefs de village, de quartier à faire le travail, sinon ce serait un peu difficile en donnant les vraies informations. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une autre officielle qui demandait aux autorités locales d'enregistrer, au fait, d'avoir un registre des départs et des arrivées. Donc, je pense que si ce travail de fond est fait, ça devrait pouvoir faciliter la tâche au CV. Oui, Julio, et qu'en est-il des propriétaires qui ne souhaitent pas déclarer tous leurs locataires et qui disent que c'est une maison familiale, mais qui les mettent quand même en location? Ça, c'est un autre problème. C'est d'abord lors des audiences foraines de l'administration fiscale que cela se passe souvent, en fait, pour éviter de payer la taxe sur les revenus, l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, on déclare qu'ici, il n'y a pas de locataire du tout. Nous sommes en famille. Pour éviter ça. Je pense qu'il faut, départager ce fait, en fait, de tout là, parce que ici, c'est extrêmement personnel. Et comme je le disais, le sécu doit s'assurer de ce que tel individu habite telle maison. Mais je pense qu'il y a déjà un élément de présomption. Parce que je ne pense pas qu'il soit possible de faire cet acte-là sans avoir les prémices, en fait, des actes d'identification, notamment du CIP ou ne serait-ce que du certificat d'identification, du numéro d'identification personnelle, qui déjà arrive à vous localiser dans une région, dans un quartier, ainsi de suite. Parce que quand vous prenez le CIP, par exemple, le quartier, l'arrondissement, le quartier, la maison. Donc, c'est déjà un élément de présomption. Je pense que ça doit être les premiers éléments sur lesquels les différentes administrations vont se baser et quitte aux individus, lors de leur mobilité, à déclarer « je ne suis plus à tel endroit, je suis à tel autre » pour faciliter un peu le travail. Sinon, on ne peut pas demander au sécu de commencer pas faire du recensement. Non, ils ne peuvent travailler que sur la base de ceux qui viennent vers eux déclarer que oui, je viens d'atterrir dans ta localité, dans ton quartier. Il y a le registre au niveau de cette sécu-là. Ils pourront faire le travail et remonter au niveau, au niveau arrondissement et communal. Je voudrais dire une chose pour finir, c'est-à-dire la demande que je peux appeler anarchique de ces pièces-là. Je pense qu'il faut que les gens, en demandant ce acte, voient vraiment la pertinence, si c'est véritablement nécessaire. Parce qu'il ne suffit à rien. Par exemple, on a un dossier de demande d'emploi, on vous demande un certificat de résidence. Or, normalement, c'est après avoir conclu le contrat qu'on peut solliciter un certificat de résidence. Mais tu dis, la personne vient postuler et en même temps, il doit postuler avec son certificat de résidence en n'ayant aucune assurance de ce qu'il sera recruté ou pas. Donc, il faut qu'on cède aussi, d'une certaine manière, quand nous parlons de coûts, il faut qu'on cède aussi dans la demande d'anarchie. Il faut vraiment voir la pertinence de ce acte-là avant de le solliciter parce que là, maintenant, ça prend du temps.
et ça prend du coût. Donc, ce que vous pouviez aller c'est votre chécu en 5-10 minutes la voir, ou bien même carrément, si vous avez, je le connais très bien, vous pouvez même de votre maison lui téléphoner et son préposé peut vous amener ça en tenant compte des relations que vous avez. Mais là maintenant, il faut aller chez le sécu, faire la formalité, aller au niveau de l'arrondissement ou de la mairie. Je suppose qu'il y a encore en fait un autre formalisme là qui forcément va prendre un peu du temps. Donc, franchement, sachant raison garder par rapport à la demande ou bien à la sollicitation de ces pièces-là dans les différentes formalités, il faut vraiment juger de la pertinence pour nous faciliter la vie. Si vous le permettez, ce qu'il faut ajouter à tout ceci, c'est de permettre aux populations de rentrer en possession de ce certificat-là de résidence en facilitant cela par l'obtention, en tout cas par email, comme cela se fait par rapport aux cartes à la carte CIP, l'acte de naissance. Déjà à partir de votre portable, vous pouvez faire la demande et peut-être soit 24 heures ou 112 heures après l'avoir. Si cela pourrait être possible, comme ce que nous avons constaté, ce serait meilleur. Après avoir fait la formalité au niveau du chef quartier, d'abord, forcément, puisque vous devez vous présenter chez lui, il doit savoir dans quelle maison vous habitez. Le reste de la procédure en ligne, faire le reste en ligne, ça faciliterait vraiment les choses, puisque au niveau de la NIP, ça peut être encore difficile, parce que tout le monde ne s'y accommode pas encore. Tout le monde n'est pas dans les centres urbains comme Cotonou, Porto-Nouveau, Parakou et autres. Il y a quand même des centres Donc, qui se c'est créent pourquoi de jour les en questions, notamment en ligne, on laisse toujours en fait la porte ouverte pour en fait les demandeurs physiques, pour que ceux qui n'ont pas encore cette habilité, cette possibilité puissent pouvoir le tout là. Il peut y avoir contrefaçon parce qu'il y a des documents qui se délivrent au niveau de la NIP mais qui sont contrefaits. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont poursuivis pour ces genres de fraude-là. Donc, le gouvernement veut toujours... C'est les gens de... Oui, les gens utilisent l'administration. Oui, oui. Non, ça, c'est pas de la contrefaçon. le document n'est pas Le contrefait. document n'est pas contrefait. Ce n'est pas l'individu même qui a fabriqué les documents. L'individu s'est fait fabriquer les documents Par faux les par les administrations. Donc, ce n'est pas lui-même qui va aller changer le nom sur un certificat de résidence ou bien sur un acte de naissance ou bien sur un CIP. Non. Oui, nous parlons certainement dans la même logique. C'est que les gens ne rentrent pas dans le système. Et sur la base duquel on lui délivre en fait ce document qui donc devient faux. Oui, en fait, je parle des tierces personnes, ceux-là qui sont animés d'un esprit mal intentionné et qui se substituent au rôle de la NIP et qui le font pour les impétrants, ceux-là qui ne s'y connaissent pas, surtout les paysans ne savent pas un peu la procédure. Donc, il y en a qui se prennent pour des imposteurs et ils font le travail, ils prennent de l'argent. C'est-à-dire, rentrent dans le système, il y a forcément des manières peu catholiques, quoi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc, quand monsieur Théodule le dit, je pense que l'informatisation de ce système-là est très importante. J'ai insisté sur la formation des délégués, la formation aussi des préposés au fait des délégués. Parce que si on a un fichier des habitants du quartier ou du village, ça va encore beaucoup plus faciliter la tâche, où il y a des rubriques, ceux qui sont là, il y a ceux qui font partie, on renseigne un peu, ça va plus faciliter la tâche. Quand on ne sera pas obligé d'aller à la mairie, aller chercher le registre, et surtout les domiciles, si ça peut descendre au niveau des arrondissements et dans les quartiers, ça va plus faciliter la tâche parce que la préoccupation aujourd'hui, c'est que même si je dispose de 2500 francs, combien de temps l'établissement de ce acte-là, ça va prendre? Parce que banalement, cette histoire-là, telle que nous le disons, ça peut nous prendre des semaines ou pourquoi pas d'un mois si entre-temps... Non, ça n'ira pas un mois. Oui, mais on demande par exemple une fiche de résidence. Donc, et oui, mais on demande aussi aux délégués de renseigner électroniquement pour faciliter la tâche. Maintenant, il y a des gens, avant d'aller dans les mairies, ils parcourent des kilomètres sur des kilomètres. C'est possible. Et ils ont des difficultés, ils n'ont même pas l'argent pour effectuer le voyage. Donc, comprenez que ça peut prendre des mois s'il n'a pas les moyens pour effectuer le voyage. Bon, parce que la mairie est à l'autre bout du monde. Ce n'est pas des pièces qu'on demande tous les jours. Moi, c'est plus depuis quand j'ai sollicité un certificat de résidence. Bon,
Bon, ça, c'est moi, ça. Non, nous parlons de nos frères et sœurs qui vivent dans les campagnes, surtout dans les milieux reculés. Donc, dans la pratique, ils verront quand même comment s'adapter à cette nouvelle réforme-là. Nous passons au second sujet de la soirée. En Conseil des ministres, ce mercredi 16 novembre, les membres du gouvernement ont décidé de l'ouverture de la campagne commerciale du soja. Ça démarre donc le 24 novembre 2022 dans la commune de Bantais et va s'achever le 30 juin 2023. Elle se déroulera sur la base d'un prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 190 francs CFA le kilogramme pour tenir compte des recommandations des acteurs du domaine. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la dernière campagne avant la clôture de l'exportation du soja non transformé dans notre pays, Julio. Oui, la dernière campagne, c'est ce qui est intéressant à relever. Je pense deux choses. Première chose, c'est, vous savez, nous sommes quelque peu à l'ère de la transformation de nos matières premières, et donc les industries s'installent un peu partout. Et donc, comme je le dis souvent, il faut garantir la disponibilité, d'accord, à ces industries pour qu'ils ne tournent pas dans le vide. Et l'autre chose, les producteurs ou les acteurs de la chaîne, il faut les préparer à la décision. C'est pourquoi on a annoncé que c'est la dernière campagne avant, en fait, l'opérationnalisation de cette réforme-là. Donc, ça permet aux uns et aux autres de se préparer, d'accord? En même temps, de chercher, en fait, les sources les prestataires, ceux à qui, les sources d'écoulement. D'accord, les sources d'écoulement en même temps, contrairement à ce qui avait l'habitude d'être fait. Ça veut dire que si du soja doit sortir du Bénin, désormais dans un an ou deux, ça veut dire que ça doit sortir produit transformé et non la matière première brute. Ça veut dire que forcément, sur la base de la production, on est sûr aujourd'hui que si le Bénin produit 10 000 tonnes de soja, il y aura nos industries, d'accord, vont tourner vont transformer, ne serait-ce qu'à un niveau 10 000 tonnes de tout cela. Donc ça permet, comme je le disais tantôt, en fait, une mobilité, une fluctuation, en fait, un fonctionnement régulier de ces industries-là pour que ceux-ci ne tournent pas dans le vide, encore qu'ils sont en fait aux promesses. En fait, au démarrage, c'est souvent compliqué lorsque vous n'avez pas de matière première pour pouvoir fonctionner. Et donc, en même temps que l'on garantit cette disponibilité des produits, on pense aussi aux producteurs ou aux acteurs de la chaîne en donnant un échelonnement, donc ce qui pourrait rassurer les uns et les autres ou bien réorienter les uns et les autres, pourquoi pas. Oui, non? Oui, il faut dire que c'est une très bonne décision d'interdire l'exportation de cet oléagineux-là qui rentre surtout dans la nourriture de base des Béninois. Vous savez, aujourd'hui, certains Béninois n'ont pas les moyens de s'acheter de la viande. Et c'est soja à amont que les gens mettent dans les sauces. Et ça fait énormément plaisir. Parce qu'à défaut d'avoir de l'argent. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de manger de la sauce, de déguster de la sauce sans le moins de poisson, sans la moindre viande. Mais on a du soja à mon soja. Et donc, ça fait plaisir d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi économique. Et donc, après la décision par rapport aux noix d'acajou, le gouvernement prend une décision salutaire pour surtout sécuriser non seulement la production et permettre aussi à la population béninoise de pouvoir vivre des produits qui sont cultivés chez nous. En fait, la production du soja a fortement augmenté selon les besoins. En 2021, 253 953 tonnes de soja ont été produites par rapport à plus de 156 000 en 2017. Donc, le gouvernement voit réellement que c'est un produit qui est en pleine expansion et qui est très, très sollicité par les Béninois. Et comme Julio le dit, effectivement, il y a des zones spéciales industrielles qui sont mises en place à partir de la zone industrielle de Glodjibé, qui va recevoir ou qui reçoit déjà des usines qui auront besoin de la matière première. Donc, il faut que cette matière première soit
réellement disponible et abondante et surtout de qualité. Et l'autre facteur est qu'il y a certains internautes qui parlent de protectionnisme par rapport à ce produit-là. Je pense que c'est un protectionnisme positif pour le pays, le Bénin, parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Et l'objectif premier du gouvernement, c'est surtout la sécurité alimentaire. Il faut que les denrées alimentaires que nous produisons chez nous restent dans les 4 coins du pays pour servir ceux-là qui en ont besoin. Parce qu'il est arrivé à un niveau donné. Le soja se produit au Bénin, mais sur le marché, parfois ça se raréfie, oui, ou parfois ça se renchérit. Et pour s'en procurer, c'est sous la croix et la bannière. Donc il faut que le produit existe. Donc c'est une très bonne décision prise par le gouvernement et on ne peut que soutenir cela parce que le développement industriel, la croissance économique part de la valorisation de la production de ces produits vivriers-là qui sont très importants à la consommation. Théodule, votre avis sur le sujet? Oui, je crois que c'est une option, une très bonne option que le gouvernement a choisie depuis peu. Le soja, mes prédécesseurs l'ont dit, intervient forcément, obligatoirement aujourd'hui dans presque tout ce que nous consommons, surtout dans les rayons commerciaux. Je parle des biscuits, des chocolats, surtout les biscuits que nous consommons aujourd'hui. La majorité de ces biscuits-là sont faits à base du soja. Et donc, c'est dit que ce produit est très prisé, très recherché. Et nous on l'a dit tout à l'heure, à des moments donnés, ça se raréfie. Et qu'on en vienne à un produit, parce que l'intention du gouvernement, cela se dit aisément, c'est de faire de cette culture-là, faire du soja, l'autre produit très prisé comme le coton, parce que c'est recherché, surtout que nous avons Glodjibé, le domaine, la zone économique de Glodjibé où les entreprises s'installent. Oui, il y en a qui font la demande déjà de pouvoir faire même ce que nous appelons les amuse-gueules, pour ne pas faire de la publicité à un produit à base de chips, du soja. Cela, c'est installé, ça s'installe au Bénin. Je crois que c'est une très bonne option. Les producteurs pourront s'investir davantage là-dedans, puisque ça doit payer. Et ce serait l'occasion d'appeler les uns les autres qui ont des terres, je le dis souvent, des domaines inexploités dans les eaux, dans nos villages, dans nos coins reculés, à les mettre, à les exploiter correctement pour que, par exemple, du soja, vous avez, et même, ça intervient sur toute la chaîne. D'abord, dans la fabrication de ces produits, les résidus sont utilisés pour alimenter les animaux. Les animaux, les bœufs sont pour la forme de vos bœufs, de votre troupeau de bœufs. Il faut de ces soja, du soja transformé. Soja. Exactement. Alors, donc, je crois que c'est un produit qui n'est pas mal aujourd'hui. Même quand vous sillonnez les chantiers, les maçons avec 4 ou 5 boules d'acassa et un morceau de soja de 25 francs, et ils mangent à satiété. Et donc, voilà un peu. Du plaisir. Exactement. Oui, Julien, pour finir. Pourquoi vous mettez toujours l'accent sur le fromage? Le fromage, parce que c'est ce qui est le plus, bon, on ne dira pas consommé, mais plus répandu. C'est vrai que la commercialisation va plus loin que ça. Et vous oubliez en fait la manière dont nous l'utilisons. En bouillie, en fait, aussi. En bouillie. Parce que là, ce n'était que pour le fromage, pour moi, c'est un produit de remplacement par rapport à un défaut de capacité économique. Pas forcément. Non, il faut le dire. De capacité économique. Donc, pour certains, ça a même un cliché. Le cliché, c'est que on prend ça parce que pourquoi je parlais de la question économique, c'est une question beaucoup plus financière ou économique qui fait que donc ce n'est pas toujours du plaisir, mais peut-être pas nécessité. Je voulais pas en fait tout là. J'ai juste une inquiétude, c'est
je veux m'assurer en fait de la capacité d'absorption en fait de nos industries. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on prenne cette mesure protectionniste et que les gens demain n'ont pas en fait les canaux d'écoulement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vendre suffisamment parce que avec le coût, le relèvement de coût, comment dire, des engrais, des produits chimiques et tout, vous allez voir, contrairement aux années antérieures, le coût a encore augmenté. Donc c'est pour encourager les producteurs. Donc les gens en produiront beaucoup. Il ne faut pas qu'en produisant beaucoup, d'accord, on ne soit pas en mesure de les écouler, que les industries locales ne soient pas en mesure de les absorber tous. Donc, l'État peut les racheter. J'espère, pardon, qui? L'État même peut les racheter. Pour en faire quoi? Racheter, et sera la procédure, oui. Pour en faire quoi? Certainement réexploiter. Parce qu'il peut y avoir des périodes de soudure. Oui. Bon, là, il y a les questions de conservation et autres. Bon, on veut juste quand même s'assurer que les industries sont assez développées et diversifiées, d'accord, pour pouvoir absorber tout, pour que, comme nous le disons, je puisse par exemple manger des biscuits purement béninois, voilà, d'une certaine façon, et non les olive hot dog venus d'un peu partout qui viennent nous asperger là. Nous avons Et tous surtout, le même il faut espoir. préciser que c'est une période transitoire oui, et que c'est le 1er avril 2024 oui, que la décision d'interdiction sera exécutoire. Et c'est sur cette précision-là que nous bouclons Ça se discute de ce mercredi 16 novembre 2022. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève également le grand soir de ce jour. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre compte Facebook, notre page bien sûr Télé en direct, le compte Twitter Télé Live, notre chaîne YouTube Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Télé Bénin, Télé avec vous pour vous.